Bonjour à tous merci Toria d'avoir accepté ma sollicitation pressante de nous présenter ce que tu avais fait en postdoc avec Manu, Pierre et Laurent. Ouais, Voilà, à toi. ouais. Bonjour tout le monde. Donc, comme disait Thomas, je vais vous présenter mes travaux de postdoc. J'ai intitulé Analyse expérimentale d'une scène acoustique à partir d'une antenne en huitième de sphère. Donc, c'est des travaux qui ont été menés avec Pierre Lecomte, qui est actuellement sur Lyon, et Manuel Melon et Laurent Simon du laboratoire. Ces travaux ont été menés en collaboration avec Orange Lab. Et alors, attendez. Ah oui. Et donc, l'objectif principal, c'était de concevoir donc, un système de captation sonore optimisé pour faire une analyse acoustique en salle. Donc, les débuts de ces travaux ont été menés d'abord par Pierre Lecomte, donc sur un premier postdoc, un postdoc d'un an entre 2018 et 2019. Pierre Lecomte a réalisé une grosse étude bibliographique et en essayant de trouver un système de captation sonore avec de fortes contraintes, notamment avec un faible nombre de microphones, avoir un système à faible coût, idéalement avec un système peu encombrant et une géométrie adaptée à la salle. Donc, à travers cette étude bibliographique, il a pu mener une première étude numérique, théorique, avec une analyse des méthodes pour le traitement d'antennes en se basant sur des antennes sphériques. Et donc, suite à cela, il a proposé une antenne. Alors, on a conçu deux antennes, mais il a proposé une antenne avec une géométrie en huitième de sphère, et, dans l'idée de pouvoir les positionner dans les coins des salles. Et donc, c'est ce qui fera l'objet un peu de ces travaux. C'est là où j'interviens. Donc, moi, j'ai commencé le postdoc à la suite de Pierre, donc en 2019 et puis 2020. Donc, mon travail, ça a été notamment de récupérer donc, les antennes qui ont été conçues précédemment, de les tester expérimentalement. Donc, on a fait un premier test en conditions anéchoïques où on a essayé d'analyser les performances des antennes en termes de directivité et d'algorithmes de traitement audio. Ces antennes ont ensuite été testées dans des conditions réelles, c'est-à-dire qu'on a fait des mesures dans des salles conventionnelles, style bureau, salle de réunion, etc. Ces mesures ont permis en fait de concevoir une base de données assez importante pour le post-traitement et, euh, et pour l'analyse plus tard. Alors, je voulais juste souligner un petit peu par rapport au postdoc, à mon postdoc. Donc, on a eu la crise sanitaire. J'ai démarré en janvier. Enfin, en novembre, j'ai démarré et en janvier, j'avais commencé à bien m'activer. Et on a eu le confinement en mars où je devais commencer les premières mesures. Donc, ça nous avait retardé de 3 mois. Voilà. Donc, je vous fais une vue d'ensemble de la présentation d'aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par vous présenter les prérequis en vous parlant du formalisme mathématique associé aux harmoniques sphériques. Donc, on va essayer de voir un petit peu les notions associées à la décomposition modale sur une sphère, l'encodage du champ acoustique. Alors, il y a une partie où on applique des filtres radio avec une petite particularité, avec euh, une optimisation avec les filtres de Tikhonov. Ensuite, je vais vous parler de la représentation modale sur une fraction de sphère et on va s'intéresser plus particulièrement au cas de la huitième de sphère. Ensuite, une présentation des antennes et suivi des résultats des mesures expérimentales. Et enfin, une conclusion.
Donc pour commencer, on s'intéresse au champ acoustique, heu, qu'on va représenter en fait en coordonnées sphériques. Et donc on part de l'équation de Helmholtz homogène et on fait une résolution par la méthode de séparation de variables en coordonnées sphériques, ce qui nous amène à des solutions, qu'on appelle en série de Fourier-Bessel, dont l'expression est donnée, ici. Donc, le champ acoustique, en fait, est obtenu comme une somme, d'un terme faisant intervenir, une partie radiale avec la fonction CL et une partie dite directionnelle où cette fois-ci, on fait intervenir les fonctions dites, d'harmonique sphérique, YLM, et donc qui contiennent en fait, enfin qui s'expriment, alors j'ai pas donné l'expression ici, mais qui s'expriment à partir des fonctions de polynômes de Legendre et des fonctions exponentielles si on considère, les harmoniques sphériques, complexes, excusez-moi, ou, des fonctions, sinusoïdales, cosinus si on considère des harmoniques sphériques réelles. Et on a une composante, BLM, qu'on appellera, terme ambisonique. Donc juste pour par définition, alors les indices L et M, heu, sont appelés degrés ordre l'ordre, enfin l'indice M, toujours inférieur, au degré L. L'expression de la fonction CL va dépendre en fait du type, d'antenne, et qu'on va voir l'expression plus tard, mais si on a affaire à des antennes ouvertes ou rigides, on n'a pas la même expression. Et c'est dans cette, fonction qu'intervient en fait des fonctions de Bessel, d'où le terme de série de Fourier-Bessel. Donc en pratique, on va réaliser une approximation de ce champ, jusqu'à un degré L. Et compte tenu de la solution, en fait, une approximation jusqu'au degré L fait intervenir, L plus 1 au carré d'harmonique sphérique. C'est un petit détail. Donc là, je vous donne juste quelques définitions, liées aux harmoniques sphériques et aux coordonnées sphériques qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser les notations suivantes, c'est-à-dire qu'on utilise, l'angle θ pour définir, l'azimut d'un point P, l'angle phi pour désigner alors le zénith, qui donne l'angle entre l'axe Z et le point P, et enfin, la distance à l'origine, R. On peut voir sur la figure de droite, quelques exemples d'harmoniques sphériques jusqu'au degré, 5. Donc, les harmoniques sphériques forment une base orthonormale de L2S, où S est la sphère unité. Et on peut à cela donc lui associer heu, un produit scalaire sur ce domaine, sur lequel on pourra appliquer une transformée de Fourier sphérique, heu, qui est donnée sur l'équation suivante. Donc ce qu'on cherche, via cette représentation, c'est de pouvoir, estimer le champ de pression, à partir de la captation sur une sphère. Et on va essayer de retrouver, en fait, on essaie d'estimer les composantes ambisoniques, BLM. Et pour cela, on utilise les propriétés d'orthonormalité des harmoniques sphériques et de la transformée de Fourier, sphérique du champ acoustique capturé. Donc on calcule la TFS, du champ de pression, donc on la projette sur les différentes, harmoniques sphériques. En réutilisant donc, l'expression, obtenue à partir des équations d'Helmholtz, donc la solution en série de Fourier-Bessel, on permet de donner l'expression, sous forme de somme, et on se rend compte qu'on obtient en fait dans la somme, un produit scalaire qui fait intervenir, les fonctions d'harmonique sphérique sur des indices différents. Et en disant leurs propriétés d'orthonormalité, en fait, on a un produit scalaire qui sera nul, si les indices L', M' sont différents de L et M, et on aura, un produit scalaire égal à 1 si, les indices sont égaux.
Et donc en fait, on a une expression directe entre les composantes TFS du champ acoustique et les composantes ambisoniques du champ qu'on veut représenter. On a par exemple, si on considère une onde plane, on parle d'encodage d'une onde plane et il a été montré que cet encodage s'exprime simplement en utilisant les fonctions d'harmonique sphérique dans la direction de la source, θs et φs. Donc là, je donne directement l'expression des termes de BLM. Donc en fait, on va venir donc estimer les composantes ambisoniques en calculant l'inverse de la fonction CL, que l'on va multiplier par les termes de TFS du champ de pression. Alors, il y a deux cas qui peuvent se proposer à nous. Si l'on considère une antenne ouverte, c'est-à-dire qu'on a une capture du champ juste au niveau de microphones de pointe sans armature de l'antenne, cela fait intervenir en fait les fonctions de Bessel. Alors ici, on a les fonctions de Bessel données par la fonction J. Et comme on peut le voir sur la figure de droite, où il y a quelques tracés de fonctions de Bessel pour différents ordres, on voit que la fonction de Bessel a plusieurs zéros. Et donc ça pose problème puisqu'on a une division par zéro pour certaines fréquences. Et donc on a des problèmes pour l'encodage. Donc une solution à peu près simple qui permet d'éviter les zéros, c'est d'utiliser cette fois-ci une antenne dite rigide, donc avec une surface rigide. Et l'expression de la fonction CL est modifiée et présente finalement, alors il n'y a pas de, j'ai pas donné de courbe, mais présente une singularité uniquement à la fréquence 0. Donc comme on va le voir ici, donc une fois qu'on a les composantes de TFS du champ de pression, en fait, on va calculer ce qu'on appelle les filtres radio, donc qui est tout simplement l'inverse de la fonction CL qu'on a vue précédemment, donc qui peut être exprimé ainsi. Et donc quand on trace ces filtres, on peut voir en fait, ici on a des filtres qui sont tracés jusqu'à l'ordre 5. Et on voit clairement sur le graphe une amplification excessive, à la fois en basse fréquence et à la fois pour des filtres d'ordre élevé. Donc pour essayer de limiter cette amplification, on utilise une régularisation de Tikhonov, donc qui va faire intervenir un paramètre de régularisation, lambda, et dont l'expression du filtre régularisé est donnée ici. Alors nous, on va essayer de contrôler la régularisation à travers le terme GS, donc qui est en fait le niveau d'amplification de bruit qu'on va autoriser, donc qui est donné en décibels. Et vous avez par exemple sur le graphe ici les filtres régularisés lorsqu'on se limite à une amplification jusqu'à peu près 50 décibels. Donc on voit bien qu'on a une atténuation à partir de 50 décibels des filtres en basse fréquence. Donc ça, c'était la partie les prérequis en harmonique sphérique. Dans ce postdoc, on s'est intéressé à une géométrie un peu plus particulière et qui fait intervenir plutôt des fractions de sphères. Et la problématique est cette fois-ci de trouver une nouvelle base qui soit orthogonale et adaptée à cette géométrie de fractions de sphères. Donc on peut souligner deux approches possibles. Donc par exemple les fonctions Slepian sphériques. Alors ces fonctions en fait on calcule directement le produit scalaire entre deux harmoniques sphériques.
que l'on va en fait calculer en utilisant un produit scalaire sur le domaine, sphérique, limité, SQ, donc qui est une fraction de sphère de la sphère unité. Et on va venir calculer, donc en faire une décomposition aux valeurs simples et les fonctions de Slépien sont données simplement par une transformée des fonctions harmoniques sphériques, à travers la matrice U. Et donc et ces fonctions permettent d'avoir une base, orthogonale sur le domaine, limité. Il y a une seconde approche qui consiste à simplement, repartir des équations de Helmholtz et d'intégrer, aux solutions les conditions limites, notamment qui sont des conditions limites rigides. Donc là, je vous donne par exemple un exemple qui a été fait, qui a été donné par, Pomberger, qui s'est intéressé donc, à la construction d'une base d'harmonique, sur une fraction de sphère, avec un double cône. Donc en fait, il vient calculer les harmoniques sphériques, associées à une fraction, enfin, associées à l'espace délimité par les doubles cônes. Donc on peut voir, sur les images ici, les harmoniques, sphériques associées. Alors nous, on s'est intéressé à un cas particulier de cette approche et nous Pierre a proposé donc, une géométrie en huitième de sphère, comme je l'avais dit plus tôt. Et cette géométrie, en fait, va nous permettre, en utilisant les conditions limites, d'exploiter une propriété de symétrie des fonctions harmoniques et de pouvoir extraire, en fait, des harmoniques sphériques, un sous-ensemble, qui vont être, orthogonales, qui vont former une base orthogonale. Donc, on repart encore des équations de Helmholtz, cette fois-ci pour une huitième de sphère. On impose une condition de rigidité au niveau des murs. Donc là, par exemple, vous voyez un exemple d'une huitième de sphère placée dans un coin, avec 3 murs rigides, donc associés au plan XOZ, XOY et YOZ. Et il a été montré que pour que les harmoniques sphériques, qui respectent les conditions de Neumann doivent, respecter une symétrie, alors une symétrie paire par rapport à ces plans. Donc ce qu'on va essayer de faire finalement, ce n'est pas de reconstruire, plusieurs harmoniques, en fonction de ces conditions, c'est qu'on va plutôt les extraire, parmi les harmoniques sphériques qu'on a, celles qui présentent des symétries par rapport à ces plans. Donc il a été montré également que les harmoniques qui respectent ces symétries, heu, sont données en fait par les indices L et M, tels que L et M sont, 2 indices pairs. Donc on retire en fait les harmoniques avec, un ordre négatif et on prend uniquement les, indices avec degré et ordre positif et pair. Donc cette approche finalement, peut se représenter par une sorte de symétrisation du problème, heu et on peut utiliser, le principe de source-image. En fait, la symétrisation du problème revient comme on peut le voir ici, à symétriser le problème par rapport à chaque plan et donc on se retrouve finalement avec, une sphère complète, heu et une source associée à chaque huitième d'espace. Donc on peut regarder en fait ce problème, situé dans le huitième d'espace avec une seule source comme le même problème dans l'espace entier avec une sphère complète et finalement 8 sources, symétriquement, réparties. Donc, on appelle donc, on note, les nouvelles, harmoniques sphériques, YLM 1/8 pour préciser que c'est celles qui sont associées, au huitième d'espace. Et elles sont, simplement, reliées aux harmoniques sphériques par un facteur de 2 racine de 2 qui permet, en fait, d'assurer l'orthonormalité, heu, de ces fonctions.
Donc, ces fonctions forment une nouvelle base associée à l'espace 1/8. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réécrire le champ acoustique avec la même notation que les harmoniques sphériques dans l'espace complet, ou simplement on fait intervenir donc uniquement les fonctions d'harmonique sphérique sur le huitième d'espace. Donc on va chercher maintenant à obtenir les nouvelles composantes ambisoniques associées au huitième d'espace. Et on conserve les notations avec une transformée de Fourier sphérique, alors une fraction sphérique sur huitième d'espace. La représentation en ondes planes s'écrit de la même manière. Enfin, on peut montrer que ça s'écrit de la même manière avec juste une composante ambisonique qui s'écrit comme la fonction d'harmonique sphérique sur huitième d'espace. Et une formation de voix modale. Excusez-moi. Et après, dans notre démarche, on va appliquer une formation de voix modale, donc qui est donnée en fait comme la somme des composantes ambisoniques que l'on va pondérer par un facteur WLN. Et nous, on va imposer à ce facteur d'être égal à une fonction harmonique sphérique sur le huitième d'espace, et donc qui en fait fait référence à une formation de voix modale régulière. Donc là, je voulais vous présenter quelques exemples. Donc, on s'est imposé une source dans une certaine direction. Donc ici, en l'occurrence, c'était 45 en azimut et 45 en zénith. Donc ici, on vient tracer la carte énergétique en sortie de formation de voie, c'est-à-dire qu'on va calculer la sortie de formation de voie dans chaque direction et que l'on va calculer sa puissance. Et puis on trace sa carte. Et donc ici, on est dans le cas particulier, enfin le cas d'une sphère complète avec une seule source. Donc on voit bien que la formation de voie permet de retrouver la position de la source dans la direction. Et en dessous, vous avez la directivité de l'antenne associée à cette direction. Donc pour ce premier cas, en fait, on a une représentation avec jusqu'à l'ordre 5, et sur la deuxième figure, jusqu'à l'ordre 7. Donc on voit une différence en termes de largeur de lobe et de précision au niveau de la localisation, enfin, de la formation. Donc là, je voulais donc maintenant on s'intéresse au cas de la huitième de sphère. Donc on est toujours dans le même cas où on a une seule source placée à 45 en azimut et à 45 en zénith. Sauf que cette fois-ci, on peut observer en fait beaucoup plus de lobes, et en fait qui sont issus en fait des propriétés de symétrie que l'on a avec les harmoniques sphériques dans le huitième d'espace. En fait. Donc ça revient à la symétrisation du problème. Et donc on peut voir par exemple dans le cas de L égale 5, en fait on a un recouvrement des lobes, et donc ça peut venir un peu comment dire, euh, ternir un peu les performances de l'antenne, par exemple ici en termes de localisation. Alors si on réussit à augmenter la décomposition jusqu'à un ordre un peu plus élevé, on peut s'affranchir en fait du recouvrement et obtenir quand même une, une représentation plus fidèle. Donc voilà. Donc en fait, en appliquant cette méthode, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est donc appliquer utiliser les bases d'harmonique sphérique sur la huitième de sphère, retracer les cartes de formation de voie, et on va s'intéresser donc uniquement à notre huitième d'espace, donc qui est donné par on s'était limité à 0,90 en azimut, 0,90 en zénith. On va dire, grosso modo, grosso modo à cet espace-là. Donc là, je vais vous présenter les antennes qui ont été testées. Alors, les antennes ont été conçues lors du premier postdoc.
Donc, Pierre était parti sur, une première antenne, donc qui a été réalisée, par impression 3D, donc au laboratoire. L'antenne est équipée de microphones MEMS avec un protocole I2S que je vais revenir plus tard et une deuxième antenne, également, réalisée en impression 3D, mais cette fois-ci avec un nombre de microphones un peu plus important. Dans le premier cas, on est sur 8 microphones et dans le deuxième cas, on est sur 16 microphones. Alors, la répartition des microphones a été choisie en respectant alors un maillage de Gauss-Legendre qui est un maillage normalement, conçu pour une sphère complète et qui propose une répartition en azimut, régulière et qui vient optimiser en fait la position des microphones en zénith ou en élévation en respectant, cette équation. Donc l'avantage de ah oui, donc en fait, à partir de ce maillage, donc on va venir faire ce maillage et on va se limiter en fait au huitième de sphère et l'avantage de ce maillage, c'est qu'il présente en fait des symétries, par rapport au plan, X, O, Y, X, O, Z et Y, O, Z si, on prend, un degré L impair. Donc, les 2 antennes ont été conçues, avec, 2 degrés différents. La première avec un degré L égale 5 et la seconde avec, un degré L égale 7. Alors il y a eu un petit souci par rapport à la première antenne, dans le sens où, le rayon de l'antenne a été limité à 10 centimètres et on s'est rendu compte que lors de la conception, normalement, on devrait y avoir, 9 microphones, mais que les microphones étaient, légèrement trop grands pour pouvoir placer, le 9e. Donc il y a eu un choix qui s'est fait de retirer, un des microphones et en l'occurrence celui qui est représenté en blanc sur la figure. Et donc c'est pour ça que sur la deuxième antenne, on a augmenté le rayon jusqu'à 17 centimètres pour pouvoir intégrer, l'ensemble des microphones, issus, du maillage choisi. Donc ces antennes, ont un repliement, spatial, à 4,5 kHz pour la première antenne et environ 3,5 kHz pour la seconde antenne. Donc comme je disais, ces antennes sont équipées de microphones MEMS, alors pour la première avec un protocole I2S et la seconde avec un protocole TDM. Les microphones MEMS sont connectés à un mini DSP, de USB streamer qui permet de faire, d'agir comme une carte son que l'on va connecter, à à notre ordinateur pour faire l'acquisition et l'acquisition a été réalisée sous MATLAB. Donc comme je disais juste avant, donc on a un phénomène de repliement jusqu'à 4,5 kHz pour la première, ce qui est équivalent à peu près à 8,2, pour, le produit KR et 10,8 pour la seconde antenne. Ici, je montre juste les, matrices de Gram, qui permettent d'évaluer les erreurs d'orthonormalité, des harmoniques sphériques sur l'huitième de sphère. Donc on peut voir que les harmoniques, sphériques que l'antenne peut travailler jusqu'à un degré L égale 4 et qu'à partir de L égale 6 pour la première antenne, en fait, on peut voir apparaître quelques erreurs, qui peuvent se retrouver dans les estimations. Et avec l'antenne de 16 microphones, on peut monter jusqu'à à peu près, L égale 6, enfin, on peut monter jusqu'à L égale 6. Voilà. Donc juste avant de vous présenter, les mesures expérimentales, je voulais juste vous faire une brève synthèse de la démarche, que l'on suit. Donc on va faire des tests avec ces antennes à la fois en salle anéchoïque et dans des salles, conventionnelles. Donc l'idée, c'est, de placer l'antenne dans un coin, de faire, une captation de son à partir d'un haut-parleur. Donc on va venir récupérer, le champ de pression, issu de chaque microphone que l'on va regrouper dans un vecteur pression, que
appelle P. Alors en réalité, c'est pas vraiment le champ de pression que l'on utilise, mais c'est plutôt la réponse impulsionnelle qui est mesurée entre ce que l'on mesure et ce que l'on envoie. Donc on va calculer, les composantes, de transformée de Fourier et en utilisant, cette relation. Et à partir des composantes, on va appliquer nos filtres radio où on va choisir un paramètre de régularisation, via le paramètre de contrôle GS, adapté aux 2 mesures et on va calculer, la puissance en sortie de formation de voix, sur une grille angulaire avec une certaine résolution. Donc j'ai choisi à 0,9 degrés et pour la seconde partie des mesures, on va juste réaliser une formation de voix dans la direction des sources pour pouvoir extraire le signal audio. Donc, les premières mesures ont été réalisées en conditions anéchoïques. Donc, pour ça, l'équipe MECA a conçu, un système alors qui doit représenter un coin, rigide, acoustiquement rigide, avec 3 planches en bois qui font à peu près 2 mètres d'envergure. Donc, dans le coin, on vient placer l'antenne et avec l'aide d'un arceau, d'un 8e d'arceau, en métal, on est venu accrocher donc un petit haut-parleur, sur lequel on pourra le déplacer sur une grille, donc qui est représentée sur la figure, juste, à droite, sur une grille, angulaire en 8e de sphère et donc on va faire des mesures de captation acoustique. Et on a utilisé, 2 signaux, mais que je vais en exploiter qu'une dans la présentation. Donc le 1er signal, c'était un sinus glissant, donc qui, balayait les fréquences de 200 Hz à 8000 Hz sur un temps de balayement de 8 secondes, avec une fréquence d'échantillonnage à 44,1 kHz. La seconde source, le second signal, c'était un bruit blanc. Donc, pour ces mesures, un paramètre, GS égal à 50 décibels, donc relativement haut, suffisait, pour limiter l'amplification en basse fréquence. Et donc, ces mesures, ont permis de récolter environ 283 points de mesure, on peut multiplier par 2 avec les 2 signaux, donc environ, 500, 500 données, enfin 500 signaux qui vont être utilisés en post-traitement. Donc là, je vous présente les cartes d'énergie, obtenues alors pour 3 positions, choisies, heu de sorte qu'on puisse avoir une représentation à peu près fidèle de l'ensemble des points. Donc une première position où, le l'haut-parleur est placé juste, en face de l'antenne à 45°, en azimut et en zénith. Une deuxième position où le haut-parleur est positionné près d'un des murs et plutôt en hauteur. Et une troisième position où cette fois-ci, le haut-parleur est positionné, un peu en bas et proche, du mur de droite et du sol. Alors ce qui est juste pour la lecture des figures, ce qui est, les murs peuvent être lus assez facilement en disant que, le mur de gauche se retrouve un peu en azimut égale 0, le mur de droite en azimut, 90 et le sol en zénith égale 90. Donc on vient évaluer les performances des 2 antennes. Pour cela, on utilise, l'erreur angulaire. Donc l'erreur angulaire, en fait, est donnée par, l'estimation de la position, obtenue par formation de voix, qui est donnée par le maximum, d'énergie, sur cette carte et la position théorique. Donc on peut voir, ici, que sur ces plots, que la position est relativement bien donnée, pour, l'estimation et la localisation est plutôt bien donnée pour la première position. En revanche, on a une certaine, difficulté à estimer correctement la position, lorsque la source est proche du mur. Alors ça, c'est lié, pour bien le comprendre, au fait qu'on a un recouvrement des lobes, de
chaque huitième d'espace. Et quand la source se rapproche du mur, en fait, les lobes se recouvrent et on obtient un maximum qui va se situer plutôt sur la limite sur le mur, comme on peut le voir ici. On diminue un petit peu cet effet en augmentant le degré, enfin, avec le degré de décomposition, donc par exemple avec l'antenne à 16 microphones. Et néanmoins, on arrive quand même avec un lobe qui se recouvre. Cette remarque, en fait, est tout à fait vraie sur la troisième position, sauf que cette fois-ci, on arrive quand même à extraire la position correcte heu, avec l'antenne à 16 microphones. Un deuxième paramètre qui a été calculé pour évaluer les performances, c'est l'indice de directivité, donc qui est donné en fait par la parce qu'en fait, c'est un peu équivalent à un sort de rapport signal à bruit où l'on vient calculer le rapport entre l'énergie maximale et, en sortie de formation de voix, et que l'on vient du coup diviser par enfin, l'énergie intégrée sur tout l'espace. Donc en fait, plus la valeur est grande et meilleure, on va dire, que la représentation du champ acoustique l'est. Et on peut voir donc clairement que pour l'antenne avec 8 microphones, en fait, on a des lobes qui sont un peu plus larges que celles de 16 microphones, et donc on a un indice de directivité qui est plus petit avec l'antenne à 8 microphones. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les mesures expérimentales sont très proches en termes de performance avec les résultats théoriques. Je ne l'ai pas précisé, mais donc on a les résultats théoriques ici et les résultats expérimentaux ici. Donc, suite à ça, donc on est parti faire des mesures en conditions réelles, donc dans des salles. Donc, 3 salles ont été choisies pour faire cette campagne de mesure. Donc, comme en salle anéchoïque, on réutilise un sinus glissant. J'ai réutilisé aussi un paramètre à 50 dB qui était assez grand, mais comme dans les salles, on n'avait qu'une seule source et que la réverbération n'était pas très présente, ça suffisait. Donc on a 3 salles. Donc la première salle, c'est la salle LMAC, donc qui est la salle de réunion de LMAC, où, où on est venu tester donc 3 positions d'antennes, enfin de points d'antenne, données par les carrés en bleu. Donc il y en a une position près de la porte, une autre près d'un sort de petit muret qui dépasse le mur, et un autre vraiment dans le coin de la salle. Donc j'ai essayé de répéter pour chaque position heu, différentes positions de haut-parleurs, et donc on a répété ces mesures sur 2 autres salles. La deuxième, c'est la salle de réunion au troisième étage, là où je suis actuellement, et la troisième salle, c'est un bureau au troisième étage. Donc ces mesures ont permis aussi de concevoir une base de données assez importante, mais donc je ne vais pas vous présenter l'ensemble des données, mais juste quelques points qui ont été analysés. Donc là, je vous montre 2 positions en particulier qui ont été issues des mesures dans le bureau au troisième étage. Donc, vous pouvez revoir encore une fois les cartes associées aux antennes, donc avec 8 microphones et 16 microphones. On remarque juste que les positions choisies sont très proches de celles qui ont été choisies en salle anéchoïque. Alors, les positions I9 et L12, pour rappel, c'était la position I9, c'est celle qui est au centre de la grille, et L12, c'était celle qui était un peu plus basse, proche des 2 murs. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en conditions réelles, alors les critères de performance sont relativement similaires à celle obtenue en salle anéchoïque.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, pendant ces mesures, heu, on a de fortes contraintes expérimentales, notamment parce que ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu, prendre une des plaques en mousse qu'on a dimensionnées pour recréer une plaque, en bois, très rigide. Mais on comment dire? Les propriétés de rigidité, sont limitées, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on obtient une atténuation, avec les plaques en mousse au-dessus, heu et de plus, enfin, le mur qui, descend jusqu'au sol, en fait, est limité, ici parce que c'était accolé à un placard, donc en fait, on était juste au-dessus de la porte. Donc on a testé 2 positions, donc une position, plutôt proche de la porte pour essayer de simuler, une entrée de personnes et une position, sur la table pour simuler à peu près, le bruit que pourrait faire un quelqu'un qui travaille. Donc malgré ces contraintes, les résultats, sont très, satisfaisants au vu des critères de performance. Ensuite, une, 3e et dernière, analyse expérimentale, a consisté donc cette fois-ci à construire à partir des mesures, réalisées, en salle anéchoïque, une scène acoustique où, ont été convolués à partir des réponses impulsionnelles mesurées, 2 signaux, donc qui sont des sinus glissants, linéaires de même énergie. L'une dans la première direction S1 où, on a fait convoluer un sinus glissant, qui décroît et dans la direction S2, un sinus glissant qui croît. Donc encore une fois, on retrace l'écart d'énergie avec ces 2 sources, à la fois pour l'antenne à 8 microphones et l'antenne à 16 micros. Donc là, on voit bien avec l'antenne à 8 microphones qu'on a une, difficulté de bien comment dire? Séparer les sources et notamment avec une amplification, de l'énergie dans la direction S1 qui est liée donc comme on l'avait vu avec un chevauchement des lobes, heu de chaque, 8 d'espace, on se rapproche plus d'un mur. Donc ici, vous avez, la directivité dans la direction de la source S1 et ici la directivité dans la source S2. Donc on voit bien ici qu'on a un lobe beaucoup plus important dans la direction de la source S1 que dans la direction de la source S2, malgré, un chevauchement dans les 2 cas. Avec l'antenne avec 16 microphones, on diminue un petit peu cet effet, mais on retrouve quand même, une amplification, un peu plus importante dans la direction de la source S1. Donc à partir de cette scène, acoustique, on va utiliser on va faire un filtrage spatial, encore une fois par formation de voix, modale. Cette fois-ci, on va extraire, le signal, audio et on va l'évaluer, par rapport aux signaux originaux. On utilise un critère de performance basé sur la corrélation entre le signal qu'on estime après filtrage, donc donné par un petit chapeau, et le signal, original. Donc on va retrouver dans la matrice, que je notais R. Donc là, je vous présente les résultats obtenus. Donc, ah oui, alors juste, avant de faire, le calcul de performance, étant donné que les antennes ne travaillent pas théoriquement sur la même bande de fréquence, l'idée c'était d'évaluer leur performance sur une plage, de fréquence commune qui a été choisie, entre 1,5 et 3,5 kHz. Donc, en appliquant, un filtrage spatial, alors vous voyez ici les spectrogrammes, à la fois de l'antenne à 8 microphones et l'antenne à 16 microphones. Ici, c'est le filtrage spatial, quand on lit en ligne, dans la direction de la source S1. Donc on voit bien que l'extraction audio est plutôt fidèle puisqu'on arrive à ne pas trop modifier, le signal de la source S1
et tout en atténuant, le signal de la source S2, donc le sinus croissant, sur la plage de fréquence, voilà, enfin, de travail de l'antenne. Donc par exemple ici jusqu'à à peu près 4,5 Hz, donc presque à 5000 Hz, et ici à peu près jusqu'à 3,5 kHz. On observe, encore une fois la même chose, cette fois-ci avec la source S2, donc on conserve bien la source S2, lorsqu'on fait cette interaction, et on atténue, assez bien la source S1. Donc quand on regarde les critères de performance qui permettent d'avoir une quantification numérique, on voit bien que pour les 2 antennes, alors quand on travaille sur la plage de fréquence, considérée, donc les termes diagonaux, en fait, permettent d'exprimer le degré de ressemblance entre, les sources, estimées, par exemple dans la direction S1 et le signal original de la direction S1, et donc on a des termes diagonaux qui sont élevés, qui montrent qu'il y a un degré de ressemblance assez fort, et en revanche les termes, non diagonaux qui estiment en fait le degré de ressemblance, de corrélation entre la source estimée dans une des directions et le signal issu de l'autre source. Donc en fait, on se rend compte que, il y a peu d'interférences, entre les sources après filtrage, et on peut se rendre compte également que, les signaux, que l'antenne à 16 microphones marche, on va dire légèrement mieux que, celle à 8 microphones, avec des termes non diagonaux, un peu plus faibles, notamment avec, un facteur 3 i pour ce terme diagonal. Donc, pour conclure, ces travaux ont permis de caractériser, 2 antennes avec une géométrie en huitième de sphère. Donc pour cela, on a mis en place un protocole de mesure pour faire des mesures, en conditions anéchoïques et en conditions réelles, avec l'établissement d'une banque de données, pour post-traitement avec plus de 300 points de mesure. Et on a vu que ces résultats expérimentaux étaient conformes aux résultats numériques, en termes de critères de performance, qui étaient donc, l'erreur angulaire en termes de localisation, l'indice de directivité et le degré de corrélation entre les signaux, issus après filtrage, spatial. Donc, je vous remercie pour cette présentation.